Du cinéma, dans le cadre de la Filmopus, avec la chimie du cinéma d'un ciné-club sur la symbolique des images qui est animée par Stéphane Gourgaud. Et c'est la deuxième séance donc, du cycle Demain est-il dystopique? Nous avions passé Orange Mécanique il y a quelques semaines, c'est autour de Snowpiercer, et le cycle s'achèvera dans exactement un mois, le jeudi 24 mars, par Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. Je vous signale également qu'en complément de ce cycle de la chimie du cinéma, une rétrospective consacrée aux dystopies, nous avons appelé C'est arrivé demain, donc constituée de 11 grandes dystopies à l'écran, est actuellement présentée à la Filmothèque avec de grands classiques du genre, des classiques du cinéma comme Metropolis, et des films plus récents de science-fiction, Starship Troopers, Soleil Vert, et beaucoup d'autres, en passant par Alphaville de Godard. Le programme se trouve donc sur le présentoir dans le hall. Voilà. Et je vous signale aussi que les prochaines séances de la Filmopus auront lieu la semaine prochaine, avec, dans le cadre de l'écran français, Battement de cœur d'Henri Decoing, un film très rare, avec Daniel Darieux, qui sera présenté par Lou Robin, comme d'habitude. Et voilà, vous pouvez retrouver de toute façon tout le programme dans le hall et sur le net. Voilà, merci à François de la Filmothèque de m'accueillir encore une fois. Alors dans les films que tu évoquais, je pense qu'il faut absolument revoir Metropolis, et notamment Et Soleil Vert, qui sont des films intéressants, qui sont un petit peu dans l'esprit du temps, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'auteurs de science-fiction et de réalisateurs, à un moment donné dans leurs œuvres, c'est pas pour rien que la revue Métal Hurlant reparaît aujourd'hui, ils ont eu conscience quand même qu'il y allait peut-être dans le futur y avoir un certain nombre de petits problèmes auxquels nous allons être confrontés. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance intéressante, on va parler un peu bande dessinée. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement le film, qui est, alors, le dispositif de l'analyse d'image, c'est... Vous connaissez ce film, j'imagine, hein? Allez-y, le nom. L'Odyssée de l'espace, avec le monolithe, qui est une métaphore de l'écran du cinéma, mais aussi peut-être une métaphore de la pierre philosophale. Donc, pierre philosophale, à une époque, on avait des alchimistes, des personnes qui dessinaient des choses. Ces dessins, c'était des symboles qui renvoyaient à des process, on va dire, de transformation. Et l'image a toujours eu cet anagramme avec l'idée de magie et de transformation. On retrouve ça dans des traités alchimiques. Donc moi, l'idée, c'est pas forcément de vous parler d'alchimie, mais de dire que dans les films que l'on regarde, nous avons des symboles. Et après Freud, nous avons Jung qui a parlé d'archétypes. Et Jung a inspiré énormément de cinéastes. Dans les travaux, on a Scorsese, on a Kubrick, effectivement, qui a travaillé sur la question de l'ombre, notamment. Le cinéma est beaucoup intéressé par cette question de l'ombre et on va voir le film qui nous préoccupe là, qui est très intéressé par la question de l'ombre. Alors, au niveau de la narratologie, nous avons Joseph Campbell qui nous parle d'un process d'un héros. Et là, je vous invite à regarder le process de Curtis, le héros du film, qui lui va passer par différentes stades pour arriver à un point final. Donc, éviter que ce process, qui est en général la séparation, la perte de quelque chose, des épreuves et le retour. Alors la question du retour, là, dans Snowpiercer, est très problématique, vous verrez, ça fera débat entre nous sur le sens du film, justement. Voilà, alors j'en dis pas plus. Alors, pourquoi parler de ce thème aujourd'hui et quels sont les sous-thèmes qui traversent ces trois films que j'ai choisi de vous montrer? C'est de dire qu'on est dans une société, aujourd'hui, où on a beaucoup mis en avant le progrès. Le progrès peut nous libérer, mais ça peut être aussi une forme d'esclavage. On a aussi beaucoup cru en la science depuis le XVIIIe siècle, mais la science aujourd'hui, elle est très contestée par rapport à des process que vous connaissez, par rapport à l'actualité, les liens sont assez évidents à faire, il y a des débats. La question de l'État-providence et de l'ingérence de l'État aujourd'hui dans nos vies privées, par rapport à nos déplacements, par rapport à nos QR codes aussi, pose question. Et l'idée, ce que certains chercheurs ont mis en avant, c'est après la dictature du nazisme, on voyait bien qu'Hitler et ses sbires étaient des gens, l'ennemi était très visible. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une dictature qui serait une dictature du bien qui est beaucoup plus sournoise, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui on vit vraiment, comme le disent certains chercheurs en sciences humaines, la fin des utopies, la fin des certitudes? Je rappelle que le mot utopie, c'est l'idée que l'être humain, depuis qu'il est sur Terre, cherche un lieu qui n'existe pas, l'utopos, un idéal qui le guide dans sa quête. Ça peut être la quête du Graal, ça peut être la quête de la pierre philosophale, la quête de la jeunesse éternelle. Enfin, on voit ça dans le cinéma, dans la littérature de science-fiction. Et beaucoup de gens, donc d'où le thème des films qui sont passés là, vous voyez, il y a énormément de films de SF qui traînent de la question de la dystopie, c'est-à-dire un futur qui est un futur dramatique, où il n'y a plus de rêve, où l'être humain devient une machine
contrôlé, voilà, matrixé, on dirait. Alors, pour rentrer dans le film, il est fait par Bong Joon-ho. Alors, il est né en 69, il est sud-coréen. Donc, la Corée, forcément, c'est clivé entre le nord et le sud. Le film qu'on va voir, c'est un film qui traite de cette question qui sous-tend le cinéma de Bong Joon-ho sur la question de la dualité et de la lutte des classes. Donc, il a toujours été quelqu'un de très créatif. Il a travaillé, ses premiers films, c'est l'histoire d'un tueur en série, Memory of Murders. Il a fait un film sur une mère un peu dépassée. Il a fait pour Netflix Okja, où il y a déjà un propos un peu écologique. The Host, et c'est au moment où il fait The Host qu'il lit la bande dessinée qui va influencer le film que vous voyez aujourd'hui. Parce que effectivement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Bong Joon-ho était un fan de comics, et pas que de manga. Vous voyez. Donc les comics, il trouve en 2004, il lit la BD Pirate, la BD qui existe depuis bien avant. Il cherche de l'inspiration et il invite donc Jean-Marc Rochette, le dessinateur, et Legrand, le scénariste, à Séoul en 2008. Et il va s'inspirer du noyau de l'histoire, sans être totalement fidèle. Le noyau de l'histoire, vous allez le voir, c'est assez simple, c'est l'idée d'une espèce de lutte entre des personnes dans un train. Il y a l'idée d'un train qui avance, qui va vers quelque chose. Alors, je ne vais pas trop gâcher le truc, mais et il y a l'idée effectivement d'un contexte que vous allez comprendre, qui est un contexte aussi qu'on nous met beaucoup dans la tête, de la question du réchauffement climatique et de ses potentielles conséquences. Voilà. Donc ça, c'est des noyaux du film qui sont assez bien respectés. Sinon, moi je vous inviterai à relire. Qui a lu cette bande dessinée dans la salle? Est-ce que vous avez vu la suite qui s'appelle Terminus? Alors, dans la conclusion, pour ceux qui vont rester, parce qu'on se posera la question de qu'est-ce que signifie la fin du film. Vous allez voir, et c'est intéressant parce que la fin, elle existe en bande dessinée de façon plus claire. Donc, le scénario du Snowpiercer, c'est Jacques Loeb, qui est un grand scénariste qui travaille pour Métamurant, pour Pilote. Bon, il disparaît en 90, Jacques, et Legrand fait le premier tome qui paraît dans la suite. Voilà, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut relire. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une suite, alors une suite du transpersonnage, donc l'intégrale, nous avons Benjamin Legrand qui reprend le scénario sur 2 tomes, où dans les 2 suites, les personnages sortent du train, donc on a un deuxième train, donc il y aurait plusieurs trains dans le monde post-catastrophe, et enfin, nous avons une suite que j'évoquerai à la fin qui s'appelle Terminus, voilà. Cette suite s'inspire un petit peu du film, vous voyez, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un auteur de film qui s'inspire d'une bande dessinée, qui, grâce, finalement, cette bande dessinée, grâce au film, la BD est rééditée, elle avait été un peu oubliée, et donc Rochette, qui était parti faire de la peinture en Allemagne, se remet à faire la suite, et clôt son histoire, et même fait ce qu'on appelle aujourd'hui une préquelle à son histoire, qui s'appelle Extinction. Donc c'est assez rigolo de voir le dialogue entre le 7e et le 9e art, que je développerai beaucoup plus dans la deuxième partie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rochette s'est beaucoup impliqué. Il figure, alors c'est un monsieur, je vous montrerai sa photo, vous essayerez de le trouver. Il a été en Corée. Si vous achetez le Blu-ray, vous avez un documentaire qui est très chouette de Jésus Franco qui explique justement tout le rapport de Rochette et la complicité qu'il a eue avec Bong Joon-ho. C'est un peu similaire à la complicité qu'avait eu Jean-Claude Mézières, à qui je rends hommage parce qu'il est parti il y a quelques temps. Jean-Claude avait beaucoup travaillé avec Luc Besson sur Valérian pour un résultat qui était, je pense, pas au niveau de ce que vous allez voir là, mais bon, ça a mérite d'exister quand même. Voilà, alors, voilà, Jean-Marc Rochette, Sylvie, donc vous allez le voir un peu comme ça dans le film, et vous allez aussi voir des dessins. Il a fait 40 dessins. Il y a un personnage qui s'appelle Le Peintre, alors là, c'est tiré ça de l'album. Curtis, voilà, il a travaillé, et dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Le Peintre, et qui dessine des choses. Ce personnage, il a une fonction, on en reparlera dans la discussion. Voilà, donc vraiment une application assez étonnante. Et il a accepté d'être trahi. Et c'est vrai qu'on peut se dire que certaines adaptations qui sont trop fidèles, des fois, ne sont pas forcément intéressantes, mais là, voilà, vous me direz, effectivement. Alors, ça, je l'évoquerai très rapidement, parce que est-ce que certains suivent cette série? On est à la 3e saison, est-ce que vous en êtes à la 3e saison aussi? Personne n'a vu ça? Ben, je crois que vous avez raison. Netflix, voilà, j'en dirai pas plus, parce que je pense, moi j'ai regardé, on est sur ce qu'on appelle l'exploitation d'une franchise. C'est ce que fait beaucoup Netflix, ça n'a presque aucun intérêt. Voilà. Donc ce qui a de l'intérêt, c'est effectivement le film qu'on va voir, la lecture des bandes dessinées pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que vous allez voir, on a une espèce d'univers étendu qui est très intéressant, qui peut-être effectivement parle d'une lecture marxiste du monde, mais on en discutera après. C'est-à-dire quel est le sens du film qu'on va voir. Alors, en général, quand je vous pose des questions sur un film, c'est de voir plusieurs petites choses.
on va avoir des personnages. Donc ces personnages, ils masquent quelque chose, et ils ont une fonction, ces héros, ils ont une ombre, ils ont une fonction dans l'histoire. Essayez de parler de ces personnages. Ensuite, il y a des images importantes dans le film qui vont vous marquer, donc j'en ai sélectionné certaines. Et ensuite, finalement, il y a un sens qui est un sens un peu en décalage. Beaucoup de critiques ont été très embêtés, parce que si on prend la grille de lecture marxiste qui vous est proposée dès le début par une citation, vous posez la question, est-ce que cette grille de lecture marxiste, elle explique la fin du film ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre sens? Alors, il y en a qui ont dit, mais Bong Joon-ho, il fait n'importe quoi. Moi, je pense qu'il ne fait pas totalement n'importe quoi, mais on en discutera sur comment vous avez ressenti le film, et finalement, qu'est-ce que nous dit ce film du monde de demain? Le film, il se passe en 2031, on n'est pas si loin. Est-ce que là, on est vers le cauchemar? Mais voilà, peut-être que l'utopie pointe derrière la dystopie, et ça, on verra à la fin. Je vous souhaite une bonne projection, et gardez l'œil ouvert, comme dans Orange Mécanique. Là, c'est l'œil de Curtis qui va voir des choses terribles dans ce train qui va nous mener très très loin dans la bassesse humaine. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure. On va parler des personnages là. Personnage, ça veut dire masque, hein, on en porte tous, mais c'est personne, c'est quelqu'un et à la fois une absence. Alors, on a Chris Evans, vous vous rappelez qu'il a joué quand même dans Captain America. Hein. Chris Evans, il joue un rôle, effectivement, il y a quand même un sacré rôle de composition, là, un sacré performance d'acteur qui a été salué. Et donc Curtis, voilà, dans la BD il s'appelle Prolof, donc c'est pas le même que dans la BD, hein, il se démarque un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage et de son parcours, qui a priori pour Bong Joon-ho est un parcours qui va d'un point A à un point B. Est-ce que c'est un personnage classique de héros, hein, c'est-à-dire qui serait comme Luke Skywalker, qui finalement qui progresse dans une espèce de dévoilement de lui-même et du monde? Est-ce qu'il est... voilà, je vous laisse parler de Curtis. Alors n'hésitez pas à parler juste bien fort, vous pouvez même baisser votre masque, ça ne me dérange pas quand vous parlez. Voilà, allez-y. Alors, monsieur. Madame, excusez-moi. Avec le masque, hein, désolé, du coup, c'est plus des fois. Quelque part, oui, je trouve qu'il y a un peu quelque chose du voyage du héros, Luke Skywalker, bullshit comme ça, ouais. Parce qu'il y a vraiment, effectivement, quelque chose du dévoilement de lui et du monde, il atteint des niveaux de compréhension supplémentaires, mais c'est juste que Bong Joon-ho a une vision de la société qui est tellement sombre, que pour lui, il pose du coup un peu la question de... vers quoi mène le voyage du héros en fait? Vers quelles horreurs mène la compréhension du monde? Est-ce qu'on a intérêt à chercher cette compréhension en fait, cette illumination, parce que peut-être qu'il vaut mieux être ignorant et bien de l'autre. Ah, oui, alors là c'est un vrai débat philo qu'on pourrait avoir. Oui, parce qu'il n'y a pas de retour du héros dans le monde. Hein, c'est-à-dire que l'idée de Campbell, à travers le monomythe, que vous pouvez trouver dans le voyage du héros qui est réédité en poche, c'est l'idée que le héros, il revient dans le monde, et parce qu'il s'est transformé lui-même, il transforme le monde. Vous voyez, ça part dans ce sens-là. Là, effectivement, la question du retour du héros, oui, il meurt à la fin, on est d'accord, hein, comme vous l'avez vu. Alors, on ne voit pas vraiment mourir, hein, vous êtes d'accord, hein, on a l'impression qu'il se sacrifie, donc il y a l'idée quand même de... Mais c'est vrai, ce que vous dites est intéressant parce qu'on n'est plus sur une figure de anti-héros, mais en même temps, dans le process de Campbell, c'est le anti-héros qui devient héros. Donc il y a à la fois un schéma narratif, mais effectivement, le truc de Campbell, il est intéressant quand on ne l'applique pas à la lettre. Sinon, ça devient effectivement ce que vous disiez, un truc un peu mécanique qui n'est pas bon. Hein. Donc là, les questions que vous posez sont totalement légitimes. Ouais. Et alors, on va vraiment poser des questions. Et à la fin, moi, je vous donnerai ma lecture du film. Hein. Je ne vais pas le faire maintenant. Donc là, je privilégie de vous laisser la parole. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient rebondir sur ce que vous avez analysé et d'autres points de vue sur ce personnage? C'est quand même assez complexe, on va dire. N'hésitez pas, monsieur. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à aucun moment, il envisage, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il envisageait de faire demi-tour. Même, par exemple, dans la scène où Edgar est menacé et il doit choisir entre prendre pour otage la personne au placé ou essayer de le sauver. Il hésite un bref instant, mais après il décide peut-être pour le plus grand bien de sacrifier cette vie-là pour en sauver plus. Mais par exemple, au moment où les armes sont dévoilées, donc il se rend compte que tout ce qui est derrière lui, toutes les personnes qu'ils ont laissées derrière sont grandement menacées. Il n'envisage pas de sacrifier leur progression pour retourner en arrière, et il continue. Et on pourrait interpréter ça en disant que justement il est prêt à sacrifier
une partie des siens pour au final essayer de tous les sauver, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas d'autre chance. Il y a peut-être une autre lecture qui consisterait à dire qu'il n'est pas prêt à laisser passer cette chance de s'extirper de cette situation à laquelle il ne veut jamais revenir, même si c'est pour assurer la survie des personnes qu'il a laissées derrière. On a l'impression que maintenant qu'il est sorti du dernier wagon, il n'est plus jamais prêt à y revenir et qu'il veut juste progresser aussi loin que possible. Voilà. C'est ce qui fait tout l'intérêt du film, qui par ailleurs est des fois un peu manichéen. Hein, le personnage de Robocop là, qui est indestructible et qui revient, ça, bon, c'est un peu cliché. Lui, au contraire, effectivement, on a une intériorité. Et là, ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on appelle un dilemme moral, finalement. Hein. Donc ce personnage, il peut nous toucher exactement pour ce que vous dites. Et l'idée que les deux lectures sont peut-être justes, effectivement, dire que nos motivations et les motivations de l'homme sont univoques, c'est pas, je pense, totalement juste. On est plurifactoriel, et là, effectivement, il y a une caractérisation de personnage qui va dans le sens que vous décrivez, je pense, qui me semble une complexité. Hein, voilà. D'autres réactions? Monsieur? J'ai compris ça comme la volonté au départ de renverser un ordre. Ensuite, la compréhension de cet ordre, tel que ça fonctionne, et devant certaines abominations, on décide de liquider finalement ce qu'on lui proposait, à savoir de devenir lui-même un leader de l'humanité. Là, il y a la mort, il y a les junkies qui font sauter la porte, et c'est l'inconnu. Moi, c'est comme ça que, Oui, totalement. que je comprends le scénario. Ouais. Alors ça, on va vraiment développer ça à la fin, c'est-à-dire qu'on va avoir toute une séance, je vais vous faire réagir sur la fin, hein, le centre de la dernière image, mais votre analyse est intéressante. Le rapport entre effectivement la question de l'ordre et du désordre, hein, c'est un film qui est une binarité, hein, ordre, désordre, chaos. Alors à la fin, ce qui se passe est très étonnant, c'est-à-dire que le déclic est quand même lié aussi à n'oubliez pas cette jeune fille qui est chamane et qui voit l'enfant. Si Yona n'avait pas vu l'enfant, elle est capable de voir Yona. Elle voit qu'il y a cet enfant. Et là, c'est cet enfant qui rappelle à Curtis l'enfant dont on parlera après, qui était le jeune qui était son père putatif, qu'il a failli sacrifier. Donc là, il y a quelque chose de la rédemption d'un personnage qui se joue aussi à un moment donné, hein, par rapport à ça. Et c'est cette histoire, effectivement, de voir qu'un ordre apparemment très policé est basé sur, effectivement, l'exploitation des enfants. Hein, sur la question de l'esclavage. Il y a des théories qui circulent dans le monde aujourd'hui, comme quoi il y aurait des enfants qui seraient sacrifiés dans certains pays. Je ne sais pas si c'est juste ou pas juste, mais en tout cas l'imaginaire est plein de ça. Que nos sociétés modernes travaillent effectivement sur, Marx avait dit, sur l'exploitation de la valeur travail de chacun d'entre nous. Hein. Et puis aussi, le truc qui est venu dernièrement avec des réseaux un peu bizarres comme QAnon, l'idée que le système utiliserait des enfants. Alors ça, je ne sais pas encore une fois, mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Et ce film-là pose cette question de dire jusqu'où la police de cet homme qui est effectivement très civilisé cache une barbarie. C'est ce que je disais pour Orange Mécanique, vous pourrez revoir la discussion qu'on a eue, c'est ce que Kubrick montrait dans Orange Mécanique, c'est que la culture n'empêche pas la barbarie. Les nazis étaient des gens très cultivés. Voilà. Et effectivement, on est un peu dans le parallèle peut se faire avec Orange Mécanique, là, effectivement. Oui, d'autres, monsieur. Ce qui est très intéressant aussi, c'est justement, vous parlez de cette dualité ordre-désordre. C'est ce qui a aussi beaucoup divisé, justement, on parle d'approche marxiste du film, finalement, la différence entre les marxistes, entre Marx et Proudhon, par exemple. Marx voulait conquérir le pouvoir, Proudhon voulait le détruire. Et lui, à la fin, ils font dérailler la machine, quand même. Donc c'est un peu... Ça, on va en reparler totalement. Hein. Ça, on garde votre remarque et on en reparle tout à l'heure quand on fera l'analyse du film. Alors voilà, pour Curtis, moi, quelques éléments qui reprennent un peu des choses que vous avez dit, c'est de se dire que Curtis, il est rebelle depuis 17 ans, hein, depuis 18 ans, il a vécu 17 ans sur Terre et 17 ans dans le train. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a la moitié de sa vie, il est à un moment crucial. Est-ce qu'il veut être leader? Pas vraiment. Quelque part, il y a aussi l'idée que je vous ai montré, que vous voyez sur l'idée du sacrifice à la fin. Et ce qui est clair, c'est que c'est un personnage qui porte, comme dirait Jung, son ombre. Son ombre, c'est l'idée de la barbarie qu'on a en nous. C'est-à-dire qu'il a failli bouffer le jeune dont il est devenu le père putatif. Et par moments, il se comporte quand même un peu comme un tueur sans pitié. Hein. Il tue plusieurs fois des gens. Mais est-ce que finalement, c'est pas une marionnette, hein, voilà. Donc, mais on est sur quelque chose de très ambigu, qui est beaucoup moins linéaire que le parcours de Luke Skywalker dans Star Wars. C'est évident. Hein. Le degré de... Alors,
Gilliam, qui est joué par John Hurt, le grand John Hurt. Hein. C'est un film aussi qui a pu se faire parce qu'il y a plein d'acteurs américains qui ont accepté de jouer dedans. Donc on est sur une coprode internationale. Et John Hurt, Alien, hein, il a joué dans plein de films. Alors, lui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage? Qu'est-ce qu'il peut incarner comme archétype ou comme symbole? Je vous laisse la parole. Oui. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi une déconstruction du personnage du mentor, encore une fois, où jusqu'à la fin, on croit que c'est vraiment celui qui s'est sacrifié, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ça fait un peu penser à cette histoire de... c'est sur laquelle parce que ça me fait toujours penser au crash d'avion dans les Andes, où une équipe de rugby avait survécu justement en mangeant les morts. Mais il a ce... jusqu'à la fin, et donc la fin est intéressante parce que justement il y a ce personnage de mentor qui est complètement non en fait, c'était pas un mentor. Ça, ce que vous dites, ça parle à tout le monde, hein. Le mentor, la figure du vieux sage qu'on retrouve dans plein de films, ça, Campbell l'explique, et effectivement là, il y a la barbe, il y a tout ce qu'il faut, mais beaucoup plus complexe que Obi-Wan Kenobi, parce que Obi-Wan Kenobi, il n'a jamais pactisé avec Dark Vador, a priori. Oui, sauf s'ils nous font des suites. Madame? Mais du coup, une petite remarque comme ça qui est intéressante à propos de ce personnage, c'est qu'il y a un moment, juste après une de leurs victoires, peut-être juste après leur victoire dans le tunnel, quand ils apportent le feu et tout, il dit, quand Curtis lui dit « je vais te laisser derrière et je vais partir tout seul, maintenant que j'ai la fille, je vais y arriver vite », il lui dit quand tu arrives dans le wagon de tête, n'écoute pas Wilford, coupe-lui la langue. Et je trouve ça intéressant parce que ça laisse entendre que d'un coup il se met à y croire et que d'un coup il se dit il pourrait y arriver, il faut pas qu'il apprenne que je l'ai trahi parce qu'il pourrait vraiment y arriver. Oui, on peut le voir comme ça. Hein. Ou alors, Wilford, c'est on en reparlera un petit peu, c'est-à-dire est-ce que Wilford dit la vérité à la fin? On se pose la question aussi. Hein. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir plusieurs types de lecture, et voilà, tout à fait juste. Ouais. D'autres réactions sur le personnage? Bon, alors rapidement. Hein. Bon, figure du vieux sage. Hein. Ce qui est intéressant, c'est l'idée du sacrifice, encore une fois, du bras. Hein. Et vous voyez que Curtis, il y a une mimésis entre les deux, parce qu'à la fin, Curtis sacrifie son bras aussi, quand même, pour sauver l'enfant. Donc il y a quand même cette espèce de rapport de filiation. Hein. C'est quand même un film qui parle de la question de la paternité, hein. Bon, d'un point de vue plus basique, mais c'est quand même intéressant. C'est un homme augmenté par la machine, il est réparé, effectivement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est développé au Canada, de parler d'opposition contrôlée. Hein. C'est-à-dire tous les lanceurs d'alerte qui, à un moment donné, sont sur YouTube et dénoncent les méfaits de l'état profond. Mais comment ça se fait qu'on les laisse parler, du coup? Enfin, voilà. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, de se dire que finalement, l'avant a besoin de l'arrière. Donc ça casse un peu la logique un petit peu classique binaire, et ça met de la complexité. Voilà, hein, de cette histoire d'opposition contrôlée qui, voilà, je vous laisse regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Est-ce que à un moment donné, les pouvoirs ou le système n'a pas généré, hein, effectivement, pour qu'un ordre existe, il faut qu'il y ait en face une opposition. Et dans quelle mesure, voilà, tout ce qu'on a vécu depuis, je ne sais pas, hein, mais c'est intéressant cette notion-là. Et là, ça peut rejouer ça, hein, par rapport à ces personnages. Alors, bon, Edgar, qui est joué par Spider-Man, hein, c'est un film de super-héros un peu à l'envers, parce qu'on a Spider-Man et Captain America, mais qui sont dans des rapports de filiation. Bon, lui, je ne sais pas si on peut en dire grand-chose, il a le rôle, on va passer vite, mais je l'ai montré quand même, puisqu'il montre un petit peu le désir de paternité du héros, et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, avoir un enfant, c'est potentiellement le perdre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un film qui montre cette espèce de dérégulation de la société, où la question de la valeur d'un être, à un moment donné, vous l'avez bien dit tout à l'heure, tout ça, je ne reviens pas dessus plus, c'est que il accepte la perte, à un moment donné, il était prêt à le tuer, et il le laisse tuer. Voilà. Donc c'est vrai que ça donne un élément par rapport au héros qui est moins héroïque que dans les points classiques. Alors, peut-être vous faire plus réagir sur le conseiller Mason, qui est joué par Tilda Swinton. Alors, première question, c'est un homme ou une femme? Mais dans le scénario, c'était marqué un personnage très bien habillé. Voilà. Donc c'était plus ou moins pas forcément une femme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce conseiller Mason? Quel rôle elle joue, elle? Est-ce que
Il y a des gens qui ont été gênés par ce personnage un petit peu en décalage, un peu comique, un peu... Ça a pas mal, au niveau de la critique, ça a un peu divisé. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça apporte au film, ce personnage? Ouais. Déjà, ça porte énormément de cynisme et de. Enfin, oui, de Oui, cynisme. le cynisme, ouais. Et en fait, on rigole, mais peut-être parce que. Peut-être de manière nerveuse, parce que sortir une blague au milieu d'une boucherie, voilà, c'est. On rit jaune, on est Voilà, d'accord. c'est. Ouais. Tout à fait. Madame? Monsieur, Excusez-moi, désolé, le coup du masque. Oui, Derrière. moi en fait j'avais vraiment une interprétation peut-être un peu personnelle, mais je la voyais un peu comme une forme de pouvoir administratif en fait. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas de questions, elle suivra la tête du train, enfin selon ses dires avant qu'on découvre qu'elle trahisse un peu tout le monde. Mais il y a cette idée un peu bête et méchante de faire régner l'ordre en fin de compte, et ce serait un peu dans une analyse un peu weberienne, un appareil d'État si je puis dire. Pour faire le parallèle avec la série que j'ai pu regarder un petit peu peut-être sur Netflix, on l'a tout à fait avec, pour ceux qui connaissent Root, mais là c'est plus explicite. D'accord, donc ça a été repris dans la série. Ce qui est intéressant, c'est que la série s'inspire du film aussi, vous voyez. C'est vrai qu'il y a une espèce d'inspiration en cascade de tout cet univers étendu. Effectivement, ouais. Merci. D'autres... J'ai l'impression qu'elle représente un petit peu le divertissement en quelque sorte aussi, pour essayer un peu de noyer les choses d'une manière avec une belle communication, y compris même quand elle présente des sushis devant tout le monde. Enfin, il y a toute une part de essayer même pour le nouvel an, d'un coup en plein milieu. Et c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose pour essayer de faire effacer tout le reste des deux côtés en fait. En plus. Alors la société du spectacle, et on le voit dans les différents wagons, dans les différents univers, effectivement, cette espèce de mise en scène totalement, oui, on pourrait voir effectivement des choses. C'est pas du tout dans la bande dessinée ce personnage. Dans la bande dessinée, à l'origine, vous avez un personnage de femme, mais qui est plutôt du côté du héros, qui est son adjuvante et qui, elle, qui a plutôt un propos écologique. Et on a plutôt des personnages qui sont masculins, qui sont des espèces de fanatiques, il y a un culte au train dans la BD, et des soldats. Mais on n'a pas du tout ce personnage féminin. Alors, effectivement, il n'a pas été pensé comme étant un personnage féminin, c'est ça qui est intéressant de savoir. Alors, les éléments que je vous donne, c'est parce que dans le bonus du Blu-ray, vous avez une interview de Tilda Swinton, et Tilda, quand elle travaille, elle a des références, elle les donne, c'est intéressant. Dans le script, elle a un homme bien habillé, voilà, c'est ce qu'on lui avait donné, donc un homme. Elle a pensé tout de suite à Marilyn Manson, une espèce de rocker un peu sataniste, donc dans la façon dont elle a... Voilà, c'est mimique. Elle a pensé aussi, elle le lit à Arturo Ui de Silvio Berlusconi, et effectivement, toute l'idée de devenir une espèce de guignol. Et les guignols de l'info, elle fait cette référence aussi en disant, voilà, et c'est exactement ce que vous dites, c'est la question de la mise en spectacle du pouvoir qui essaye de duper les gens, parce qu'effectivement, elle a l'air sympathique quand même, mais derrière ça, il y a quand même un sacré sadisme, un sacré cynisme, un truc qui est quand même pas top. Marilyn Manson, il a l'air plutôt rigolo, mais est-ce qu'il est sataniste ou pas, Marilyn Manson? Qu'est-ce que ça fait quand on écoute ses musiques? Je sais pas, vous voyez, on peut se poser des questions sur tout ça. Voilà. Donc, voilà. Alors lui, il a joué dans plein de films du cinéma coréen. Vous savez, ce film a fonctionné parce que c'est Park Chan-wook qui a fait Old Boy, je crois, il joue dans Old Boy, d'ailleurs, me semble-t-il. Donc c'est Park Chan-wook qui produit le film aussi, qui est en coprod avec les Américains, et lui, il joue effectivement un rôle un peu particulier avec sa fille. Je vous laisse en parler, ce personnage est-ce qu'il est à égalité du héros? Est-ce qu'il est indispensable? Voilà. Comment vous analysez son rôle dans le film? Encore une fois, là ça devient peut-être un peu mécanique, mais une déconstruction de l'archétype du personnage qui au début est juste un mercenaire et qui devient finalement, qui éprouve de la sympathie pour le héros. Et encore une fois, il déconstruit ça en expliquant qu'il stockait on pensait que c'était un junkie, mais en fait il stockait la drogue pour en faire une bombe. Et oui. Il y a encore, c'est peut-être un petit peu, la fin est peut-être un petit peu trop révélation. Ouais. On joue, alors ça serait un peu le côté Han Solo, c'est-à-dire le sidekick qui est un petit peu rebelle, lui effectivement on peut se poser des questions, et il y a effectivement cette espèce de conscience, on regardera un peu plus tard dans les images clés du film, la notion de porte qu'il évoque, qui est très intéressante, la notion de porte. Je vous ferai réagir sur la question de la porte après. Ouais, totalement. D'autres
Mais on peut le voir comme le personnage fou, comme le rôle du fou. Ouais, le fou, ouais, aussi, ouais, totalement. Vous pouvez développer un petit peu? Oui. Ouais. Je dirais le fou par rapport à l'ordre. Ouais. À savoir qu'au début, on le présente un peu comme un junkie, donc quelqu'un qui finalement est intégré dans la société relativement dominante, même si on le met dans son petit tiroir, etc. C'est là qu'on le trouve. Et puis à la fin, alors que le héros, entre guillemets, se pose la question, quand on lui propose finalement de devenir leader de l'humanité, mais il y a le refus vis-à-vis de ce que cette humanité exige aussi, à savoir le sacrifice des plus faibles, alors que lui, il continue sur sa trajectoire et, dans son délire, propulse l'humanité vers quelque chose d'autre, à savoir une étendue neigeuse qui peut être le néant, qui peut être autre chose. D'où l'interrogation tout simplement finale du film. C'est une fin qui est ouverte. On peut se poser des tas de questions. C'est pour ça que c'est peut-être pas si marxiste qu'on le croit. Voilà, alors là vous êtes carrément presque à la conclusion. Mais c'est bien, vous avez compris, donc ce personnage, il permet effectivement, vous avez bien analysé, c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. On va creuser tout ce que vous dites dans la troisième partie, hein, effectivement. Oui, c'est quand même un élément clé, ce personnage, l'air de rien. Et votre analyse, voilà, totalement. Ouais. D'autres points? Bon, on va passer, alors moi rapidement, hein, ça va redire des choses que vous avez dit. Bon, effectivement, l'idée, est-ce qu'il est vraiment accro ou est-ce qu'il joue un jeu? Est-ce que, vous savez, le fou, si je faisais le personnage du tarot, par exemple, ça serait le mat. Le mat, il est très ambigu, le mat. C'est aussi celui qui est en chemin et qui fait bouger les choses, et pas forcément dans le sens où on veut que ça bouge. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, Curtis, il va comme ça, et lui, il lui propose d'aller comme ça. C'est intéressant. Hein, il forme la croix, là. Hein. Il y a la porte, tu veux aller à la porte d'en face, et moi, je te propose de faire un pas de côté. Ça, c'est très intéressant, hein, sur le plan philosophique. Oui. Et puis, il sert aussi à mettre en perspective le personnage de Curtis par rapport à la question de la paternité. Ouais. C'est-à-dire que Curtis, il dit qu'il agit pour les siens, et en parlant des siens en général, il parle éventuellement d'Edgar en particulier, mais quand il s'agit de sauver Edgar, eh ben, il ne le fait pas, il continue sur sa route, alors que le personnage du maître des clés, là, tout le long, il paraît être un irresponsable, un addict et un junkie, mais c'est peut-être le seul qui a des motivations vraiment profondément altruistes, puisque non seulement il veut sauver sa fille, mais en plus il veut offrir un nouveau monde à sa fille. C'est le seul qui voit loin, en fait, qui voit au-delà de la tête du wagon. Et sa fille, elle voit vraiment. Et lui, il a une espèce... Totalement. Hein, on est vraiment... Donc effectivement, dans cette coproduction américano-coréenne, là, on a quand même... il donne la parole. Oui, c'est intéressant, effectivement. Hein, totalement. Alors, bon, vous avez compris cette histoire de sécurité. L'idée, bon, ça c'est assez basique, hein, dans l'histoire de... Il représente celui qui a les clés. Hein. Dans Matrix aussi, on pourrait faire des passages avec Matrix. Il y a Matrix, il y a le maître des clés. Hein, ce film, il y a peut-être un parallèle possible avec Matrix sur certains trucs. Et après, pour Jung, on pourrait être l'idée de la figure du trickster. C'est-à-dire que du malin génie. Au début, on pense qu'il est mauvais, mais en fait, ce personnage est mauvais, ou alors, bon, des bas instincts. Et c'est finalement lui qui, exactement comme vous avez décrit, permet éventuellement de passer à autre chose. Donc c'est intéressant, c'est vraiment une figure de la complexité, hein, ce personnage, qui est, voilà, et qui est très bien joué d'ailleurs. Hein. Alors, cette petite jeune femme-là, qui est jouée par Ko Ha-sung, qu'est-ce que vous en pensez dans son procès, dans son évolution dans le film? Est-ce que c'est un personnage secondaire, comme son papa, ou est-ce qu'elle a finalement, elle est quand même presque... Oui. Non, finalement, elle devient un peu la protagoniste de fin, mais c'est surtout, elle représente beaucoup les générations futures, les futurs possibles. Ouais. Et c'est pour ça, je pense, le don de voyance qu'elle a. Enfin, oui, la question qui a été... Alors là, si moi je fais des liens un petit peu, si vous voulez, entre les actualités très larges, hein, dans ce qui se passe dans le monde. Il y a toute une théorie qui a émergé dans les milieux post-New Age, des enfants indigos. Hein. Des enfants qui s'incarneraient dans le monde et qui auraient d'emblée une vision de quelque chose que les adultes n'ont pas. Et elle, ça serait peut-être une espèce d'enfant indigo, dans ce sens-là, où elle a... Alors, qui serait aussi du chamanisme. Il ne faut pas oublier que la Corée est un pays... On reparlera du viking après, je vous reparlerai du taoïsme et du tarot à la fin, pour finir sur la symbolique vraiment. Eh bien, on est dans cette culture-là, hein, effectivement. Et elle porte ça dans un monde qui est très englué dans le matérialisme et l'idée de faire fonctionner ce train et le survivalisme, effectivement.
Et elle apporte une autre vision, hein, portée par son père aussi, qui est... Voilà, donc c'est totalement... Ouais. Puis il y a son âge qui est intéressant, c'est-à-dire il y a la problématique des... Enfin, il y a vraiment les 3 générations avec John Hurt, le héros, son fils. Il y a les enfants qui sont vraiment la clé du film, et il y a elle qui a 17 ans, donc qui se trouve vraiment pile poil au milieu. Qui est Totalement. Enfin, qui est pas, elle sert vraiment de passerelle. C'est ça. L'idée de la transmission qui est assez fondamentale. Hein. C'est-à-dire que quand on fait un film, en général, c'est pour transmettre quelque chose. Donc c'est pas étonnant ce personnage. Et ce qui est très intéressant, regardez, c'est que ce personnage se retrouve dans la bande dessinée. Alors je vous invite vraiment à lire Terminus. Terminus, c'est la suite du transpersonnage. C'est l'idée qu'en fait, les gens du wagon, du train sortent à un moment donné. Et là, Jean-Marc Rochette met Yona. Alors, parce qu'en fait, dans l'idée, pour que ça soit cohérent tous ces univers, parce qu'à un moment donné, c'est plus cohérent du tout entre le... Et ben, il y a quelqu'un qui a dit, il y a plusieurs transpersonages, en fait, il y a plusieurs trains dans le même monde. Donc du coup, il peut y avoir un train où les gens sont morts, il y a un train où les gens sont sortis, vous voyez. Et donc là, Yona, voilà. Mais il y a donc Rochette, le dessinateur, après la sortie du film, avec un nouveau scénariste, fait la fin de l'histoire. Et Yona, créé par Bonjour, devient un personnage de cette fin. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, c'est bon parce qu'il faut vraiment lire ça pour avoir une vision globale de cet univers. Alors, bon, tout bêtement, on a l'idée quand même du traumatisme. Moi, j'ai mis l'idée du chamanisme qui est assez évident, de la vision. Et aussi par rapport à cette histoire, Jung parlerait de l'enfant intérieur, hein, c'est-à-dire de la part en nous qu'on a d'enfants à réveiller, hein, c'est-à-dire de cette part en nous qu'on avait quand on était petit, où on s'émerveillait de la beauté de la nature et des arbres. Hein, et à la fin, on discutera de cette fin, le sens que ça a, mais c'est intéressant. Voilà, hein, donc le personnage permet de donner une dimension, si vous voulez, au film que n'avait pas la première bande dessinée. La première bande dessinée, je vous en reparlerai un petit peu, les enjeux étaient différents. Donc là, Bong Joon-ho a été assez visionnaire, hein, d'ajouter ça, et que ça soit repris après par Rochette. Rochette s'est pas du tout senti trahi, c'est ça. Et en fait, cette relation entre un auteur de bande dessinée et un cinéaste, je travaille beaucoup sur les rapports cinéma-bande dessinée, c'est assez unique dans l'histoire des rapports entre les deux arts. Hein, Alors on arrive au personnage peut-être un des plus intéressants. Alors, moi, si vous avez vu la série Westworld, où il joue un personnage un peu similaire à Daryl, c'est assez marrant. Revoyez Westworld avec le W aussi. Hein, voilà, mais bon. Alors, Wilford, que peut-on dire? Alors, je pense que vous avez des trucs à dire sur ce personnage. Je vous écoute. Ouais. Bah lui, c'est Lucifer, enfin, en un sens. Ouais, alors là, vous avez repris Lucifer. Alors, expliquez pourquoi, du coup. Parce qu'en même temps, il y a eu ce personnage ambigu de sauveur de l'humanité, en même temps tyran. Il y a l'idée qu'il maîtrise un peu la machine. Il y a une... Ouais. Oui, c'est ça. Ce qui est incroyable, c'est que lui, par contre, en faisant le parallèle entre ce pilote-là et tous les autres pilotes des livres, c'est vraiment le seul qui soit vraiment cynique. Ouais, totalement. Ouais. C'est dans le film, dans la première BD, ça se finit, c'est le pilote, il est tout seul dans sa machine, il n'a même pas conscience de la queue du train quasiment. Totalement. Là c'est vraiment incroyable. Ouais, totalement. Ouais. Après, si vous voulez, si vous lisez Terminus, vous allez voir que les personnages que rencontrent les gens quand ils sortent du train, ils sont plus dans cet archétype-là. Ouais. Hein. Ça va très loin, Terminus. À un moment donné, il y a une vaccination obligatoire, il y a des trucs assez terribles. Hein. C'est assez méta, hein, quand on lit Terminus et comment... Voilà, très intéressant, ouais. Donc la comparaison avec la BD, ouais. D'autres points sur la... Alors Lucifer, c'est peut-être un mot un peu chargé. Un peu violent. Oui, mais c'est pas grave. Il y a plusieurs lectures possibles. Alors, comment on pourrait l'interpréter aussi, ce personnage, d'autres points de vue? Moi, je me pose la question s'il n'a pas déjà été un enfant. Parce que quand il fait le geste, à un moment donné, on a l'impression qu'il a déjà fait ce geste. Ah oui, exactement. Alors, est-ce que lui, il n'a pas remplacé? C'est-à-dire, en fait, oui, ça pose la question, regardez ce qu'il y a derrière. Parce qu'on parle d'éternité, c'est-à-dire que c'est le train, il tourne, ça fait des... Ouais. Ça tourne en rond, en fait, cette histoire. Ça tourne en rond. Ah. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui propose d'en sortir. Mais la question, effectivement, est-ce que ça fait... Il y a peut-être d'autres générations avant
Alors, Et lui, c'est peut-être pas le concepteur. Enfin, je sais pas. J'ai peut-être oublié un passage. c'est Peut-être que que. le train tourne depuis. Ça fait 17 ans qu'ils sont dans le train. Ouais, c'est vrai que ça fait que 17 ans. Voilà, donc du coup. Mais après, sur cette idée de. Oui, c'est vrai que ce geste est assez étonnant. Ouais. Là, je ne saurais pas forcément expliquer. Mais ça pourrait renvoyer à l'idée que lui-même. De toute façon, c'est ce qu'il proposait à Curtis. C'est de. Finalement, la victime deviendrait bourreau. Mais on n'est plus dans la victime-bourreau. On est dans l'idée qu'il faut conduire. Qu'il y a besoin d'un leader. Et que le leader, il est au-delà du bien et du mal à un moment donné. Ça serait ça, peut-être l'idée. Je sais pas. Alors, d'autres, monsieur? Je pense que il ne parle pas de bien et de mal, Oui. il parle tout simplement d'écosystème. Ouais, voilà, Et à partir du moment où vous avez l'écosystème, donc ça se régule. Et tous ceux qui prétendent refuser cette régulation, et bien finalement, iront à la catastrophe. D'où le personnage du fou à la fin du film. Point d'interrogation. Moi, si vous voulez, c'est la lecture que j'en fais. Ouais. Il est à la fois technicien, manager, leader, et puis il explique aux autres, eh bien, écoutez, il y en a qui se révoltent, il y en a qui ne se révoltent pas. Sachez que de toute façon, un pouvoir, il y a la tête, il y a la queue, et nous avons toujours des relations avec la queue. C'est le rôle de celui qui finalement qui transmet les ordres, etc. etc. Et celui qui veut détruire l'écosystème, eh bien, risque de conduire tout le reste à la catastrophe. Même si les techniques de management sont particulièrement violentes. Bah oui, on est d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur des choses. Alors, est-ce qu'on peut voir des références avec le nazisme, avec. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il faut bien voir qu'effectivement, on est quand même un réalisateur coréen, Corée du Nord, Corée du Sud. Hein, il y a toute une histoire aussi de management des peuples qui n'est pas très évidente, et qui est complexe. Est-ce qu'il y a aussi une critique de l'impérialisme américain? Voilà, il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture qui vont dans ce sens-là et qui font que ce personnage est éminemment complexe. Alors, il peut faire penser à un autre personnage d'un film, non? Moi, je ne suis pas spécialiste du cinéma fantastique. Hein, alors je peux pas vous avez vu Matrix? Non, je n'ai pas vu. Alors Matrix, la scène avec l'architecte, quand Neo rencontre l'architecte et que l'architecte explique que Neo c'était pas le premier qui veut faire un reset du système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'idée de faire un reboot du système, de faire repartir la machine. Et donc Neo, qui pensait être le rebelle, se rend compte qu'il est conditionné et qu'il a été... Donc c'est intéressant de faire le parallèle entre la scène de l'architecte dans Matrix Reloaded et cette scène-là. Voilà. Il y a des éléments. Et effectivement, il faut savoir que Bong Joon-ho a bien aimé Matrix. Voilà. Et il a bien aimé le deuxième. Donc il le dit. Hein. Donc du coup, il y a peut-être des... C'est pas dans la BD, ça. Voilà. Tu vois, donc il y a peut-être une référence sur comment les pouvoirs nous manipulent. Alors effectivement, l'idée de l'architecte, hein, parce que c'est lui qui a conçu, le train est sacré. Alors effectivement, l'idée du sacré, ça passe par la propagande des gamins dans l'école. Hein. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'idée de Lucifer que vous dites, c'est intéressant dans cette idée d'incarner l'éternité qui est hors du temps dans le temps. Ça, c'est typiquement luciférien. Hein. Alors, pour les gens qui veulent travailler sur qu'est-ce que c'est que la symbolique de Lucifer, il faudrait relire Rudolf Steiner, qui parle aussi de la figure d'Ariman, hein, de l'homme-machine. Donc, il pourrait y avoir... Et Jung, finalement, dans ses travaux sur les archétypes, parlerait de l'archétype du démiurge. Le démiurge, si vous voulez, on le voit dans le mandala de Jung, vous avez 4 positions. Vous avez le yin et le yang, l'homme et la femme, l'actif, le passif, et vous avez le dieu et le diable. Et pour Jung, ce démiurge, c'est un dieu biface, hein, voilà, qui est effectivement totalement incarné par l'architecte de Matrix et ce personnage. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ce que j'appelle la pensée gnostique, où vous avez cette idée des deux natures et que le monde est géré par des forces bifaces qui sont à la fois celles qui nous protègent et celles qui nous punissent. Assez intéressant. Est-ce que c'est une grille de lecture qui permet de comprendre la situation actuelle? Je vous en laisse juge, mais c'est quand même intéressant. Alors, oui. Moi, je penserais à un autre modèle sur cette question-ci. Je penserais à Faust. Oui. Enfin, avec finalement ce monsieur-là, Wilford, qui serait Dieu. Et en fait, Lucifer, ce serait dans ce cas-là le mec du tout début, le vieux. J'ai oublié son nom. William. Oui, dans la mesure où en fait Lucifer, c'est la marionnette de Dieu, comme dans le mythe de Job. En fait, c'est finalement Dieu qui envoie Lucifer pour pousser l'homme à agir. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est que c'est le vieux qui est moteur d'action et qui pousse le Faust, qui serait du coup
j'ai oublié son nom aussi, le personnage principal. Oui, Curtis. Oui, voilà, qui agirait, et finalement on aurait un dieu, mais un dieu complètement cynique, qui est juste là pour réguler l'ordre des choses, l'écosystème. Et... Bah, oui, je pense que c'est une forme de grille de lecture, c'est l'idée. Alors il y a Oliver Spengler qui dit que l'Occident a fait un pacte faustien avec la technologie aussi. Donc cette idée de pacte faustien, on la retrouve à plein de niveaux, effectivement, par rapport à cette idée. Oui, pourquoi pas. Ouais. D'un autre côté, il y a cette chose bizarre qui était que le conducteur de la locomotive était, enfin, de ce qui était dit, alors après forcément c'est ce qui était dit à l'école, donc ça prendra avec beaucoup de guillemets, mais il était opposé aux essais de régulation du climat. Ouais. Et là où c'est très bizarre, c'est qu'ils disent qu'ils savaient que le climat allait se dérégler, c'est pour ça qu'il a construit ce train. Ça, vous parlez de la bande dessinée? Non, du film. Ah, du film. Parce que ils disent qu'ils savaient que... Alors là, oui, donc c'est une vraie question, et comme c'est une vraie question, qui n'est pas résolue par le film, Jean-Marc Rochette, en ce moment, il est en train de faire une trilogie qui s'appelle Extinction, qui parle de ça. Comment on a créé le train. Et c'est une trilogie j'ai appris l'autre jour que le 3e tome de Extinction va sortir dans un an, en janvier 2023. Et on m'a dit, c'est étonnant, c'est la seule bande dessinée où ils ont une projection de date à un an. Donc il se passe quelque chose de bizarre dans cette bande dessinée et dans l'histoire qui est construite là-dessus. C'est très intéressant. Et ça prend un curieux écho avec ce qu'on vit depuis, je pense, un certain moment, sur plein de niveaux. Mais je vous laisse après faire des liens ou pas. Moi, je pose juste le truc. Mais c'est assez troublant. Surtout que dans la bande dessinée, on ne sait pas. Enfin, surtout que dans la bande dessinée, il n'y avait pas encore vraiment ces problématiques de réchauffement climatique et il y a l'histoire de guerre nucléaire. La bande dessinée, ce que je voulais dire, c'est très juste, la bande dessinée est plus basée sur la question du nucléaire. La première version, à suivre, on est dans le numéro 58, là, on est dans les années 80. Par contre, au fur et à mesure, dans Terminus, des questions sont posées. Donc, Terminus est nourri par le film, comme la série Netflix se nourrit du film, mais vous avez compris que si je vous conseille un truc, c'est plus de lire la BD que de voir la série Netflix, qui par ailleurs a peut-être quelques éléments intéressants. Voilà. Ce qui est intéressant pour ce personnage, c'est aussi que si on est dans Matrix, il sera à la fois l'architecte et l'oracle, puisque c'est lui qui écrit aussi les messages qui dit. Donc voilà, c'est vraiment le dieu biface. Et la question du destin. Alors, effectivement, on se posera la question, est-ce qu'il y a un vrai destin? Alors, si on dit le destin, c'est aussi le karma. Le karma, c'est la roue, le dharma. Donc on peut voir cette notion, on reverra, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, il y a ça qui apparaît dans les images. Voilà. Alors on va justement montrer quelques images symboliques du film. Là, c'est juste pour vous montrer que effectivement, un réalisateur, quand il fait des plans, c'est pas totalement par hasard, des fois. Notamment, est-ce que vous avez regardé ça, quand même, au début Il fait un plan là-dessus. Alors, du coup, on va se dire, mais ça, c'est une figure géométrique. Et alors, c'est marqué Save the Planet. Je pensais à la qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez ça? Bon, il faut revenir à la théorie de Platon sur les différents solides platoniciens. Et vous avez logiquement l'isocaèdre. L'isocaèdre, 12 sommets, 30 côtés, 20 faces. Et c'est le symbole de l'eau. Donc c'est un film qui s'ouvre sur le symbole de l'eau. Ça n'a pas été fait totalement par hasard, je pense. Alors qu'est-ce que ça peut dire? Quel est le rapport du film qu'on voit avec l'eau et la symbolique de l'eau? Ouais, la neige, de l'eau. Cette neige, elle fond. Juste la symbolique des éléments. Si vous prenez par exemple Excalibur, vous avez Parsifal à un moment donné qui passe dans l'eau, tombe dans l'eau, puis qu'est-ce que ça symbolise l'idée de traverser l'eau? La purification. La purification et la renaissance. Peut-être faire le lien, est-ce que le début de ce film-là, cette image clé, symbolique, explique pas la fin, vous voyez? Et la fin, on terminerait sur la fin, forcément. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment il y a quand même... Voilà, c'est une image qui est montrée. Alors après, là, on est dans ce genre d'image-là. Est-ce que cela est bien réaliste dans un train? Non. D'accord. C'est-à-dire, à un moment donné, on voit bien que ce train, c'est des facettes de notre monde. Et là, on est peut-être à l'aquarium à Paris, vous voyez, l'espèce d'endroit où vous avez une espèce d'aquarium géant, boîte de nuit, lieu de... On est un peu aussi dans la société du spectacle. L'idée de... il faut endormir les gens, on oublie le... Voilà.
Donc c'est plus du tout réaliste là, on est d'accord. Bon, du coup ça passe quand même, ou pas, je sais pas, mais voilà. Alors après, autre image, bon, j'en ai sélectionné. Cette image-là, qu'est-ce qu'elle renvoie cette image-là, justement? Pourquoi c'est filmé comme ça, d'après lui? Pourquoi il choisit de... C'est une vision, c'est une scène qui se passe dans le noir, et il choisit de nous la montrer avec un système de filtre. Oui. Oui, il nous montre une scène de guerre, enfin, Ouais. au sens, ça se rapporte plutôt un peu à tous les métrages qu'on peut voir sur Internet de gens qui filment eux-mêmes des scènes de guerre, d'attentats, etc. Mais il rend visible ce qui est invisible, c'est-à-dire que globalement, cette scène, elle se passe dans le noir. Et donc le fait de l'éclairer, c'est renvoyer l'idée que finalement notre civilisation technique, la culture du progrès, et c'est vrai que le train, finalement, quand on voit des scènes comme avant, hein, où c'est très policé, très beau, on pourrait dire finalement l'homme, avec la machine, a réussi à progresser. Ben non, l'homme est un barbare. Hein, ça se voit dans un très beau film de Michael Mann qui s'appelle Black Hat, où vous voyez des gens qui sont des informaticiens et qui créent des conflits, et à la fin, ils finissent par un combat au corps à corps et au couteau. C'est-à-dire que derrière la société informatique technique, il y a une partie de l'humanité qui en reste là. Et c'est ce que dit Louis Ford à la fin. Regardez, ils en sont restés là, au stade de l'âge des cavernes, finalement. Hein. Voilà, c'est quand même un gros paradoxe, hein, de la fois notre sagesse technique et puis le cœur de l'homme qui reste, enfin, de certains hommes, parce qu'en fait, voilà, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais voilà. Et alors, cette scène-là aussi, hein, regardez aussi, c'est intéressant ça, la notion du temps. Hein. Et là, vous vous rappelez ce qui lui arrive au personnage? Il perd son bras. Donc il y a beaucoup de gens qui perdent leur bras quand même, hein, dans leur... Donc quand on perd son bras, on perd une partie de son être. On est clivé, on est coupé en deux. Et cette idée de la division, du clivage, si vous voulez, elle est très intéressante, hein, puisque le bras, c'est ce qui permet finalement d'appréhender le monde, c'est ce qui permet l'amour, c'est ce qui permet le toucher. Donc là, on est sur une déshumanisation, hein, et sur des scènes de torture. Si vous voulez, là, la personne qui torture ne se salit pas les mains. Hein. Elle fait juste, elle laisse jouer la nature. Donc on est sur quelque chose d'assez sophistiqué dans la barbarie, hein, qui dédouane la personne de se salir les mains, en fait. Hein. Vous voyez le paradoxe sur la main et sur le... Donc c'est assez bien vu. Encore une fois, ce n'est pas dans la BD, ça. Hein. Donc ils ont rajouté ce truc-là qui est... Alors, hop, on va passer à la suite. Alors, ce personnage de femme qu'on retrouve à la fin, là, avec les enfants, là, alors, la veste jaune, bizarre quand même, vous voyez, le contraste. Alors, faute de goût, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre du rôle de ce personnage féminin? Je sais pas, j'avais vraiment juste vu le jaune comme une marque de luxe plus qu'autre chose. Ouais. Totalement. Bah, on comprend que c'est l'assistante de Milford, donc elle est près de Dieu. Hein. Il y a l'idée du luxe, forcément. Et puis, monsieur? Moi, je vous écoute depuis quelque temps. Ce qui me choque, enfin, ce que j'apprécie dans ces images, c'est qu'il utilise un style finalement qu'on a beaucoup utilisé dans les années 60-70. Alors qu'au début, on est dans la dramatisation chez les gueux et tout ce que vous voulez. Et puis là, à partir du moment où on passe de l'autre côté, à travers certaines portes, vous vous trouvez plutôt dans une atmosphère que je qualifierais de figuration narrative des années 60-70, reprise au cinéma et retravaillée. Ouais, oui, il y a une imagerie un peu BD, cartoon, un peu totalement... Oui, il joue là-dessus, sur l'espèce d'évolution de la société, avec des références totalement. Ouais. Alors, le jaune, la couleur jaune, quand on évoque Lucifer, c'est le porteur de lumière. Hein, la couleur, la lumière. Donc elle représente... Alors, pourquoi elle prend des enfants? On comprendra à la fin. Hein, pourquoi elle s'intéresse aux enfants. On peut dire que cette dame, c'est une gentille dame patronesse qui prend les enfants pour les aider, les sauver. Hein. On pourrait le voir comme ça, mais en fait, non. Voilà, les enfants sont instrumentalisés par un système, et elle représente quelque chose qui est, la voix de Milford. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une bonne dame patronesse, mais elle en a les apparences. Voilà. Alors, la scène dans la classe... Bon, après, ça génère effectivement, on a deux parents qui cherchent leurs enfants.
hein. Donc ces parents, ils vont disparaître, et on va retrouver les enfants à la fin. Hein. Et là, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette scène qui se passe, quand même, il faut qu'on en parle un tout petit peu, dans la salle de classe. Je crois que j'ai une autre image derrière. Je vous laisse réagir sur la salle de classe, là. L'éducation des enfants, avec cette maîtresse, quand même. Est-ce que c'est pas too much, cette scène? Est-ce que c'est pas... Ou alors, ça dit quelque chose de l'éducation, il y a un propos sur l'éducation actuelle de la jeunesse, ou comment ça se passe? Ou c'est un peu exagéré, trop? Comment vous avez ressenti ça? En fait, ça fait rire, ça fait réfléchir, ça fait quoi quand on voit ça? Déjà, ça fait peur, enfin, voir tous les enfants faire le même geste, le bras tendu. Alors certes, on dirait plus un dab qu'un salut nazi, mais il y a quand même cette idée où vraiment ils lèvent tous le bras, c'est un peu anxiogène. Ouais. Oui, pour reparler de bras encore, hein, l'idée du bras dans ce film, le bras tendu, le bras coupé, vous voyez, ça revient tout le temps. Hein. Ben là, si vous revoyez le film de Pink Floyd, The Wall, c'est très intéressant, hein, sur le conditionnement des enfants. En fait, effectivement, ça peut poser la question, qu'est-ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui? Et qu'est-ce que c'est que ce conditionnement? De toute façon, les conditionnements, ils passent par l'éducation. Donc, le rôle de l'éducation, alors là, effectivement, on est dans quelque chose d'un peu cliché, d'un peu too much, peut-être, mais ça fait peur quand la petite fille, hein, la réaction de cette petite fille blonde, là, voilà, quand même. Donc, si vous voulez, c'est le contre-pied de Yona, hein, qui est, elle, l'enfant éveillé. Hein, c'est-à-dire, il y a un système, et l'enfance, on comprend bien dans ce film que l'enfance est un enjeu. Vous avez ça dans le Twin Peaks de David Lynch, la saison 3. Je ne recommande pas beaucoup de voir des séries télé, mais voyez la saison 3 de Twin Peaks, et voyez qu'il y a un enjeu, hein, chez David Lynch aussi, qui ressent sur la question de l'enfance et la protection de l'enfance, quand même, aujourd'hui. Je pense que c'est assez évident. Et donc ça, si vous voulez, c'est dans l'air du temps, hein, ces histoires-là, monsieur. Et après, si on veut le voir peut-être d'un point de vue moins idéologique et plus esthétique, ça renvoie à une pratique, des mélanges du genre que Bong Joon-ho, c'est un peu le maître oui, totalement. Là-dessus, mais c'est aussi, moi ça m'a fait beaucoup penser à Shakespeare, notamment le personnage de Tilda Swinton. Oui. Cette idée comme ça d'apparition complètement burlesque, grotesque dans des univers et qui porte à rire, mais du coup à rire jaune. Voilà, c'est ça. Bong Joon-ho, c'est une de ses marques de fabrique, totalement, hein, qu'on retrouve dans la grande tragédie. Alors ça, ce truc, c'est à l'école, hein, oui, à un moment donné. Alors c'est intéressant, vous avez... Et puis, on voit le zodiaque. On voit le temps. Hein. Donc le zodiaque, quand on parle du destin, hein, c'est-à-dire que connaître notre horoscope, si vous voulez, c'est savoir qu'on est conditionné par quelque chose au niveau astral. Et là, on voit bien cette idée de matrice, et au milieu, vous avez le W Guilford. Donc là, on est sur un truc très jungien, presque un mandala, avec l'idée... Sauf que chez Jung, le cœur du mandala, c'est le soi. Hein. Le soi, chez Jung, c'est la partie, si vous voulez, qui n'est plus duel. Hein. Si on prend le non-dualisme, c'est l'idée de revenir à quelque chose d'intérieur, d'élevé. Et là, ben, le W, c'est... voilà, on est là-dessus. On est sur une prison, en fait. Hein. Et le train est une prison qui fonctionne par des cycles de fausse rébellion. Et à un moment donné, voilà. Donc on a une des clés avec cette image, hein, qui est montrée aux enfants. Vous voyez. Donc la question du conditionnement fonctionne à fond la caisse. Là. Alors, prochaine. Là, on est figé sur le temps, ça c'est terrible, ce genre de truc. J'ai toujours un moment dans les présentations ne marche pas, mais cette image est quand même assez étonnante. Par exemple, cette notion du temps et de la dualité n'est pas du tout présente dans le... Voilà, ça revient. Oui, voilà. Alors, ça on en a déjà parlé de cette image, donc je passe rapidement. Hein. C'est montrer le personnage, et c'est vrai que ce geste de dire, voilà, le film fonctionne de façon linéaire, mais lui, il introduit la divergence, ces idées de qu'est-ce que c'est que la porte. Alors vous savez que la notion de porte, c'est une porte physique, mais c'est aussi, dans nos villes, les portes, c'est des passages, c'est ce qu'on appelle des rites de passage d'ailleurs, hein, dans les étapes du héros, les différentes épreuves, on passe des portes, on passe des seuils de conscience. Donc effectivement, il y a le premier truc classique, Curtis a été conditionné en action-réaction, hein, pour aller se confronter. Et là, il lui propose d'éviter la confrontation et d'aller... Oui, il a observé, il a regardé, et il voit que ce qu'on raconte sur ce qui se passe dehors n'est pas forcément... C'est-à-dire que le pouvoir, pour nous maintenir dans une direction, nous fait peur. Hein. On a peur par rapport, je ne sais pas, il y a une guerre qui se prépare,
il y a un méchant virus qui arrive, il y a, je sais pas, il y a plein de gens. Et donc, à un moment donné, ça focalise des attentions. Mais sauf que, qu'est-ce que ça cache? Voilà. Comment on nous manipule, en fait? Et lui, il dit peut-être qu'il faut oser se confronter. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, j'avance un peu, après. Hop, voilà. Cette scène finale, qui est très belle, hein, où il sauve l'enfant, là, évidemment, on est sur une question de rédemption du personnage, hein, qui se finit par sa mort, mais au moins, il aura fait quelque chose qui lui permet d'accéder quand même au statut de héros, hein, à la fin, d'avoir sacrifié son bras, voilà, et de ne pas avoir accepté finalement de prendre la place. Ça, c'est intéressant. Alors, sur la question du train à la fin, beaucoup de gens se disent à la fin, oui, mais tout ça pourquoi? Il y a combien de personnes qui survivent à la fin de l'histoire? 2. Et apparemment, alors, sauf s'il y a des survivants, hein, mais globalement, on est d'accord, je vous montre que le train, il disparaît, quoi. Hein, il y a on n'a pas du tout ça dans la BD. Hein. Dans la BD, ils sortent du train, voilà. Donc, c'est vrai que la fin est assez bizarre. Alors, maintenant, la question, c'est de se dire, que signifie cette image? Pourquoi on tient un peu... Alors, je vous laisse donner une... Oui, attends, on va commencer par monsieur, puis après... Mais en fait, pour moi, ça va avec l'avion. Oui. Et avec cette troisième voie qui est proposée par le personnage, qui est l'idée, en fait, voilà, en opposition à cette dichotomie URSS, communisme et libéralisme fou, cette idée de la troisième voie, et cette idée donc qu'il y a la fonte des neiges qui rend l'avion possible, enfin, le retour de l'avion, ouais. L'idée que la biodiversité peut a priori continuer, et donc c'est une forme, voilà, d'espoir, et c'est ce qui incarne en fait, c'est ce qu'incarne le personnage dont j'ai oublié le nom aussi, mais... La petite fille, enfin Yoda. La petite fille et le monsieur, dans la mesure où... Ouais, totalement. Alors après, il y a des gens, moi j'ai écouté des youtubeurs, et un youtubeur il n'avait rien compris. Ouais, mais alors si ça se trouve, l'ours il va les bouffer, ça va être la fin. Enfin, c'est vrai que c'est une fin ouverte. Donc quelqu'un disait c'est la fin ouverte parce qu'un ours il peut avoir très faim, et puis cette petite fille et ce petit garçon, ils peuvent genre pouf. Mais du coup, voilà, on peut quand même. Voilà, vous voyez une fin positive derrière ça. Oh oui. Plutôt. Alors, et monsieur qui voulait parler aussi? Bah, c'était aussi dans cette idée d'espoir que la nature, qu'il est possible de vivre. Manifestement, s'il y a de la vie, c'est qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Ouais. Il est possible de fois de la nature ou autre ici, mais c'est aussi un peu la fin du caractère sacré du train, quoi. C'est-à-dire que c'était l'unique espoir de l'humanité, et voir cet ours, c'est une preuve que toute cette construction du train était fausse. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voient... Alors, moi, je comprends le youtubeur qui n'a rien compris, et je partage plutôt une vision qui n'est pas porteuse d'espoir pour l'humanité, et peut-être pour la planète, qui est que finalement, cette dernière scène, ce serait la reconnaissance que l'humanité s'est trompée en s'enfermant dans le train, n'a pas su sortir assez tôt, et là, en sortant par une forme de fanatisme, il se retrouve simplement deux face à la nature et face aux prédateurs, et donc il se retrouve deux sans défense face aux prédateurs, ce qui pourrait signifier la fin de l'humanité, mais pas la fin de la biodiversité. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, comment ils ont résolu ça, vous verrez, mais c'est votre point de vue, et c'est pour ça que ce film est intéressant, parce que les fins univoques sont jamais très intéressantes. Là, effectivement, on peut se poser cette question. Oui. Puis il y a cette ironie, c'est-à-dire que l'ours polaire, c'est l'exemple de oh là là, la biodiversité meurt, et là, effectivement, c'est les ours polaires qui reprennent le pouvoir. Oui. C'est mais heureusement que dans la BD, ils disent que les enfants auraient su tuer l'ours et à le manger, sinon on serait un peu inquiet pour eux quand même. Voilà, oui, dans la BD, ça solutionne un petit peu. Hein. La BD solutionne, mais on parle de terminus. Hein. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Vous êtes le seul à avoir le terminus. Les autres, rattrapez ça tout de suite, monsieur. Et en même temps, ils sont un peu mis sur le même pied d'égalité parce qu'ils sortent en fourrure de tête en cap. Ça, oui, exactement. Alors l'ours, il va reconnaître qu'au fait la fourrure, c'est sa maman qui a été... ça va l'énerver, il va lui laisser. Non, oui, mais c'est vrai que après, sur le plan symbolique, il y a quelque chose de cette histoire de rapport à la nature. Alors, du coup, je vais vous donner un petit peu, mais un peu, pas mon analyse, mais faire un point sur comment on peut lire ce film, parce que là, on arrive un peu à la fin de nos échanges. Voilà, donc la dernière partie, voilà. Donc le sens implicite du film, qui reprend pas mal de choses qu'on a dit, puis je vous laisserai éventuellement réagir aussi.
c'est de faire un peu une conclusion de cette histoire d'ours, parce qu'effectivement, alors si on reprend, c'est clair qu'au début on a du Karl Marx. Les individus ne constituent une classe que pour autant qu'ils ont à soutenir l'ennemi commune contre notre classe, pour le reste ils s'affrontent en ennemis dans la concurrence. Bon. On a déjà eu des échanges là-dessus, où vous avez montré qu'effectivement, il y a chez Bong Joon-ho, effectivement, dans ses films, pas mal de choses. Parasite, qui a eu la Palme d'Or, c'est quand même un petit truc un peu là-dessus. Alors, c'est pas que ça, en fait. Parce que ça ne disqualifie pas la vision marxiste, ce qui est intéressant, mais on peut aller un peu plus loin. Alors, ce qui est intéressant, c'est de trouver l'avis d'Olivier Bocquet, qui est scénariste de la suite. Donc, le transpersonnage en BD a eu 3 scénaristes. Jacques Loeb, le scénariste qui a travaillé, qui a été sur le film, là, qui s'appelle Du nom m'échappe. Vous vous rappelez le deuxième scénariste? C'est Eric. Voilà, bon, on le retrouve facilement. Et le troisième, c'est Olivier Bocquet qui travaille pour Terminus. Bon, le film de 2013, il dit c'est une métaphore qui ne cherche jamais le réalisme, ça c'est évident. Chaque wagon est une facette d'une société. Et lui, pour expliquer comment il a travaillé, chaque histoire coexiste avec les autres. Elle se rassemble dans un dernier épisode publié en 2015. Voilà. Donc c'est une façon de dire que finalement, il y a plusieurs univers, il y a plusieurs trains. Parce que sinon, c'est pas, on ne comprend rien, quoi. Mais effectivement, avec des enjeux différents. L'enjeu du nucléaire au début, c'est un peu ce qu'a vécu notre monde. La question du nucléaire, aujourd'hui, on a un président qui va réouvrir des centrales nucléaires, ça fait plus trop... Enfin, il y a quelques écolos qui s'en émeuvent, mais plus des masses. On est focalisé sur l'enjeu du climat en ce moment. C'est bizarre, alors que l'enjeu du nucléaire, c'est sacrément embêtant. Alors, la question de la révolution. La BD de fin 70, elle était plutôt nihiliste. Quand vous lisez la fin du transpersonnage de Loeb, et on est vraiment dans ce qu'on appelle les désillusions de l'après 68. Quand ils font cette bande dessinée, c'est pour ça qu'elle n'a pas... elle a été rebootée par les suites parce qu'elle avait été un peu oubliée. Alors, la fin ouverte, effectivement, est-ce que c'est une histoire de contre-initiation où Curtis aurait pu devenir effectivement Milford? On peut dire que non, parce qu'en fait, il sacrifie son bras pour sauver l'enfant. Le film n'est pas vraiment marxiste, au sens où, à un moment donné, le pouvoir est détruit. On serait presque plus du côté de Proudhon, comme vous disiez, à un moment donné, c'est pas faux. Après, si on veut reprendre... Alors, il y a un truc intéressant, si vous avez le Blu-ray, je sais pas, au cinéma on l'a pas. Dans le Blu-ray, on vous lance le film avec un film d'animation qui vous explique... Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on en est arrivé là? C'est expliqué dans le film, mais c'est pas très clair. Oui, c'est parce qu'on a glacé, mais c'est un peu la même... On a glacé le... Ouais. Pour lutter contre le réchauffement climatique, mais ça me fait penser à Matrix où ils avaient assombri le ciel. Voilà. Et c'est vrai que la fin d'ailleurs de Matrix, Neo se sacrifie et derrière il y a Satie, la petite fille qui... il y a un nouveau monde qui... C'est ça. C'est vrai que c'est assez énorme. Il y a des films. Alors ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir, si vous achetez le Blu-ray, vous l'avez, cette idée de la géo-ingénierie. C'est-à-dire à un moment donné, c'est montré, j'ai pris quelques images, ça dure 5 minutes. Les hommes retrouvèrent l'espoir, donc en fait, ils ont lancé un truc avec des particules, c'est du CW7, pour effectivement de lutter contre le changement climatique. Et bien ça a produit tout le contraire, ça a accéléré la glaciation. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le réchauffement, il y a une dualité entre réchauffement et glaciation. Donc du coup, alors cette idée de gens aujourd'hui, moi je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre deux personnes. Il y a un monsieur qui s'appelle Elon Musk qui envoie plein de trucs dans le ciel, et il y a un monsieur qui s'appelle Bill Gates, qui est un expert en vaccins, bien entendu, et qui lui, investit dans la géo-ingénierie aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle, avant de parler d'un passeport sanitaire, on parlait d'un passeport vert pour éviter que l'homme se déplace et d'un bilan carbone. Donc c'est quand même intéressant de voir un peu ce qui se joue. Je ne sais pas si ça a un métasens, mais voilà, par rapport à l'idée que l'homme, c'est un peu comme dans le mythe d'Oedipe, c'est en voulant combattre quelque chose, on le provoque. Vous voyez ? Il faut réfléchir à ça quand même. Et que les gens qui nous proposent, c'est-à-dire que on est d'accord que Bill Gates veut notre bien, il veut vacciner la planète entière pour éradiquer les pandémies, bien entendu. Regardez ce qu'il a fait en Afrique, c'est intéressant. Elon Musk, il veut nous sauver avec ces trucs. Mais pourquoi ces gens-là, ils veulent nous sauver? Voilà, posez-vous la question. Pourquoi on veut notre bien? C'est une question très salutaire. Alors ça, je vous ai pris la bande dessinée quand même. Vous montrez que dans la BD, c'était pas du tout ça. Vous voyez, on a un mec qui n'est pas du tout aussi charismatique. Voilà. Quand on le retrouve dans la suite,
bah, il est comme ça, hein, c'est dans le tome 2 du transpersonnage, et donc son esprit est passé dans la machine. Hein, on est dans un truc un peu déjà asiatique, Ghost in the Shell, hein, l'esprit. Donc on voit bien, c'est Benjamin Legrand le scénariste, voilà, hein, ça me revient, que Benjamin Legrand, dans le scénario qu'il fait avec Rochette, mais c'est avant le film. Hein, voilà. Alors ce qui est très intéressant, c'est de dire, voilà, ça c'est le pitch qui est donné hein, à un moment donné, voyage sans but, terre gelée, le transpersonnage est hors d'état de continuer, ça c'est le pitch de Terminus. C'est-à-dire Terminus part du principe qu'il y a un autre train, mais il y a Yona qui est dedans, hein, donc mais les passagers sortent, donc il y aurait des passagers qui seraient sortis, hein, et qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver un abri, sauf qu'ils vont tomber sur une société totalitaire. Alors je vous laisse découvrir Terminus, c'est intéressant. Donc il y a quand même de l'espoir, mais cet espoir est très vite, oui, parce que les êtres humains qui survivent, en fait, la question de la glaciation et de la déglaciation va aussi faire en sorte qu'il y a plein de virus qui vont émerger, et plein de trucs qui... Donc c'est bizarre hein, ce qui se passe après. Alors voilà, société totalitaire, sur la question de la liberté, il y a des planches assez magnifiques, où les personnages ont des têtes de souris. Alors, bon, ça peut faire penser à Mouse de Spiegelman. Enfin, il y a plein de lectures très intéressantes de Terminus. J'ai pas pu m'empêcher de vous montrer parce que c'est une BD qui n'a pas trouvé son public, je pense, Terminus. À part vous qui l'avez lu. Voilà. Et alors là, il y a un truc terrible sur la vaccination obligatoire. Regardez-le quand même, c'est très intéressant. Et que derrière ça, il y a des scientifiques qui font des expériences. C'est le même thème qu'on retrouve dans un film de Shyamalan qui est sorti pendant les histoires de confinement, là, qui s'appelle Old. Regardez ça, c'est intéressant. Voilà, alors peut-être que c'est un peu exagéré, un peu surjoué. Et là, il y a un enfant. Alors, il y a un enfant qui donne une prophétie. Alors, il faut savoir qu'effectivement, quand Rochette fait cette BD avec Mats, le nouveau scénariste, il a vu le film. Et donc, il veut répondre au film. Et à un moment donné, il dit, voilà, il y a Prolof, Curtis, là, qui est toujours vivant, hein, et il voit les enfants qui ont été... il y a eu des expériences, les nazis ont fait des expériences sur les gosses aussi, et là aussi c'est pareil. Sauf qu'à un moment donné, l'enfant, son corps est mutilé, mais l'enfant a encore une conscience. Il lui dit, malade, infirme et vieux chasseur privé de vue, respire le sang chaud sur la neige fondue. Tu meurs et tous les tiens mangent la bête crue, eux vivants et toi mort, errent les fleurs sous ton cul. Vous avez une métaphore de la fin de l'histoire, qui est une fin très positive, et qui va dans le sens un petit peu de ce qu'on dit dans la fin de la lecture du film là. Hein, je vais développer un peu plus. À savoir que la lecture que je ferai de la fin, c'est plutôt une lecture positive, au sens que la jeune fille qui a survécu, c'est une chamane. La chamane, elle est connectée avec les animaux. Donc ça veut dire que le nounours en face va sentir que... Moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit, je me suis fait mordre par un chien parce que j'avais peur du chien, d'accord? Les animaux sentent notre relation à eux-mêmes et nos énergies. Donc on peut penser qu'il peut y avoir une communication entre l'ours et la petite fille, qui va faire qu'à un moment donné, et c'est peut-être ce que ça nous invite à faire, c'est-à-dire à changer de forme de conscience et à mieux communiquer avec la nature. Et la fin du transpersonnage, la trilogie, qui est faite avant le film, se termine sur un hexagramme. Est-ce que vous connaissez ça? Du Yiking. Je l'ai jamais vu. Très intéressant. C'est à l'époque où effectivement Jean-Marc Rochette s'intéresse énormément au taoïsme. Alors cet hexagramme, on va essayer de l'analyser, parce que vous allez voir, il nous donne une méta-lecture de tout ce qu'on vient de dire, qui est très intéressant. J'ai trouvé ça en lisant la BD. Alors l'hexagramme de Yiking, c'est le livre des mutations. L'hexagramme 11, c'est tertiel. Hein. Tertiel, la logique, c'est que vous avez... donc finalement, le ciel, c'est... La Terre, c'est là, hein, les trois bandes, et là, le ciel, c'est... Voilà, il y a une rupture. Donc on a 6 barres, et voilà. Avec ça, on a 64 positions. 64 possibilités selon qu'on coupe pas les différents traits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la paix. Hein, c'est-à-dire, à la fin de Transpersonnage, Rochette veut nous montrer qu'un des enjeux, c'est la paix, et que l'union de la Terre et du ciel. Le ciel influence la Terre à travers les cycles. Donc on a bien vu que dans le film, on a des idées de cycles, et que le sage atteint la paix en trouvant le ciel au-dessus de lui. Ça, c'est ce que dit l'hexagramme. Bon. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, pour ça, Rochette a travaillé sur dans le film. Alors, pourquoi il a été autant marqué? C'est qu'en fait, quand on regarde ça, le personnage du peintre, dont on n'a pas parlé, qui est un tout petit personnage, ça reflète un peu la position de Rochette, le dessinateur, qui a fait développer son idée par un scénariste, mais c'est lui qui a quand même une idée générale aussi. Depuis que l'homme est mort, il a quand même une idée
d'une trame dans son œuvre. Et il dit finalement, c'est quoi la fonction de l'art et du cinéma? C'est très intéressant quand même de faire le parallèle. Ça, ce que vous voyez, ce qu'on voit, ce qu'on lit, c'est la mémoire de ce qui a été. Mais est-ce que c'est pas aussi la vision de ce qui sera? C'est très intéressant. Ou est-ce que c'est pas non plus la révélation de ce qui est, ce qui serait la fonction du Viking et du tarot? Donc si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que le film relance la carrière de Jean-Marc Rochette et fait décoller Bong Joon-ho. Bong Joon-ho va faire Okja. Si vous voyez Okja, c'est presque la suite, puisque Okja, c'est le rapport d'une petite fille, avec un monstre. Et c'est une fable, mais un monstre qui n'est pas un monstre, qui est une espèce d'objet transgénique. Donc, voyez, vous avez vu Okja? Il faut avoir Netflix, c'est ça, c'est dégueulasse, c'est que Netflix ne permet pas qu'Okja existe en DVD pour que vous puissiez le voir sans vous abonner à la plateforme. François va peut-être essayer de le passer, Okja. On en discutait tout à l'heure, c'est un film très intéressant que j'ai vu à Lyon, parce que de temps en temps, Thierry Frémaux a des autorisations. Voilà, donc il y a quelque chose d'intéressant. Et Okja est un film qui parle de chamanisme aussi. Voilà. Alors, à un moment donné, vous voyez, ça c'est le drapeau de la Corée, et on a les... Et quand Rochette voit ça, et quand il termine le transpersonnel sur du Viking, et qu'il y a des gens qui viennent de ce pays-là qui lui demandent, il dit, il y a peut-être un truc qui se passe. C'est pour ça qu'il s'est tellement impliqué, il y a vu ce qu'on appelle une synchronicité jungienne. Voilà. Donc là, ça... Parlant justement de synchronicité jungienne, il y a quand même... Enfin non, pas vraiment de synchronicité, en tout cas, il y a quand même... Enfin, c'est dingue parce que depuis qu'on en parle, je revois un peu défiler toute l'œuvre de Philippe Cadic. Oui. C'est-à-dire que soit les enfants déformés préconscients, on les trouve pas dans le film, mais dans la nouvelle Minority Report. Oui. Le leaking, c'est au centre Totalement. Du maître du Haut-Château. Il y a la peur du nucléaire qui est présente dans toutes les nouvelles de... On est sur la même longueur d'onde. Et puis si vous lisez le Tractatus Scriptura de Philippe Cadic, c'est un pamphlet gnostique sur la vision du monde. Donc effectivement, on a des grandes familles d'auteurs. Bon, moi, c'est des familles d'auteurs qui me parlent, c'est pour ça que je vous en parle, et que ça fait écho ou pas chez vous, mais il y a quelque chose, effectivement. Alors, si je fais un rapport avec... il y a des gens qui s'amusent à faire les liens entre les hexagrammes du Viking et le tarot. Alors, c'est très simple, c'est de dire que l'hexagramme 11, regardons, voilà, la lame 11 du tarot de Marseille. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un animal et une jeune femme. À la fin du film, on a bien un animal et une jeune femme. Là, dans le tarot, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une maîtrise, c'est-à-dire que l'animal, donc ça peut nous... C'est pas l'animal qui bouffe la jeune femme, c'est la jeune femme qui bouffe, qui le maîtrise, mais qui le maîtrise avec amour. Donc c'est la force. Le tarot nous invite à sortir de la force animale, de la force de l'ego, du lion, pour se connecter à une force beaucoup plus subtile, qui est le féminin sacré, je peux donner plein de noms, le divin en soi, l'âme, voilà, des énergies plus subtiles. Donc c'est très intéressant de voir effectivement par rapport à cette fin, je trouve que le rapport entre Viking et tarot là est très révélateur. Voilà, donc je vous donne la conclusion finalement. De dire qu'on est sur un film paradoxal. Est-ce que Bong Joon-ho, derrière ce film, ne montre pas l'échec de l'idéologie marxiste à un moment donné, même s'il s'en réclame un petit peu? Et est-ce que Marx a bien été compris? Parce qu'on peut se poser la question. Moi, Marx, vous savez, il a écrit le Capital, il a écrit sur la Grande Place de Bruxelles. Il l'a écrit dans un... C'est vrai ce que je vous dis, dans un bâtiment qui s'appelle l'Étoile. Et la Grande Place de Bruxelles, l'Étoile, c'est l'étoile des alchimistes. Donc la Grande Place de Bruxelles a inspiré plein de gens. C'est un lieu magique. Marx a écrit ça là-dessus. Et peut-être que Marx avait... Est-ce que le marxisme est fidèle à Marx? On peut se poser la question. Est-ce que, effectivement, dans ce film, on n'a pas quelque chose qui dénonce une opposition contrôlée et qui serait toujours de vigueur aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas aussi une dénonciation du danger, de l'impasse, de la révolte violente, de la violence comme façon de se faire justice? Est-ce que ce film n'est pas l'idée qu'aujourd'hui, pour sortir des difficultés que nous avons, on a besoin d'une vision éclairée, c'est-à-dire d'une autre conscience, d'un autre contact? Est-ce que, aussi, on l'avait dans Tree of Life de Terrence Malick, qui est un film magnifique que j'aimerais passer ici, mais qui n'est toujours pas pu distribué, dommage, l'idée que le vivant survit toujours, et qu'on a une mutation, et effectivement, l'homme, est-ce que l'homme va... Oui, il n'y a pas que l'homme, il y a les plantes, il y a les animaux, l'homme est un petit phénomène à un moment donné, et aujourd'hui, la question de la reliance avec la nature. Mais la question de la reliance à la nature, il faut faire attention. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire la récupération politique et radicale par des extrémistes ou des gens idéologues de l'écologie. C'est un truc... Vous avez la polémique actuellement sur l'écofauve d'Angoulême qui est caractéristique de ça. Vous avez un prix qui s'appelle le prix Tournesol,
qui est décerné par un ami, Yves Frémillon, là, qui fait un travail depuis des années. Et effectivement, le festival d'Angoulême, vous allez voir les gens qui démissionnent parce qu'ils se rendent compte que voilà, on instrumentalise l'écologie. C'est un tout petit exemple d'instrumentalisation. Mais aujourd'hui, voilà, faisons attention. Et ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans la préquelle, c'est Matt, c'est le dessinateur de la préquelle, on a l'acte 2, l'acte 3 c'est en 2023. Eh bien, qu'est-ce que va dénoncer Rochette? C'est les écologistes radicaux. Après, moi, quand je vois les gens, hein, là, j'ai fait une petite lecture symbolique d'un truc qui m'a un peu gêné, c'est tous ces jeunes qui... Alors, bon, ce que je dis peut être soumis à caution. Extinction, rébellion. Leur symbole, c'est le temps, le sablier. Hein. On peut voir la pierre philosophale, c'est les deux pyramides qui sont entrecroisées. Là, c'est deux pyramides séparées. Et on a un truc qui s'appelle Monarque. Monarque, c'est un programme qui aurait existé, que Kubrick dénoncerait dans certains de ses films, comme Orange Mécanique, comme un programme de conditionnement de l'esprit humain. Donc tout ce que je vous dis est à prendre avec des pincettes, d'accord? Je ne dis pas que c'est vrai. Mais c'est assez troublant. Pourquoi Extinction Rebellion prend ce symbole du temps? Et vous voyez, c'est un temps fermé, puisqu'on est dans un cercle. Voilà. Moi, je pense que des fois, les symboles peuvent dire des choses ou pas. Voilà, je vous laisse réfléchir. Mais le propos qui est là vrai, c'est que Rochette, étant écolo, à un moment donné, après avoir été un peu post-68A, se dit attention, l'écologie radicale est aussi un piège. Vous voyez? Donc, trouver la voie du milieu toujours, hein, et c'est pas simple aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais choisi de vous montrer ce film, parce que ça permet finalement de réfléchir à ça. Ça permet, voilà. Alors, pour vous donner un point sur l'analyse du tarot. J'ai rencontré dernièrement un monsieur qui s'appelle Jean Gaillardon qui travaille sur la poésie du tarot. Et je trouve que c'est très chouette de finir sur un poème et de dire que voilà, la lame 11, si on donne une espèce de mot-clé, c'est courage face à l'adversité. Et ces petites filles et ce petit garçon, ils vont devoir avoir du courage hein, dans le monde qui est en train de se réétablir dans un cycle naturel. Et un poème qui a été fait par cet auteur, c'est dès lors conscient que mes bas instincts me leurraient, c'est un peu l'histoire de Curtis, hein, les bas instincts, c'est bien de la fortune que le secours viendrait, car l'âme seule détient le vrai secret pour contrôler la bête qui en moi se réveille. Voilà, une lecture possible à la force que je vous remets là. Et enfin, je vous invite à revenir le 24 septembre pour voir un film qui conclut assez bien cette trilogie, avec aussi du féminin, hein, une jeune femme, l'idée que l'humanité a sombré et que les gens ne peuvent plus avoir d'enfants, sauf elle. Alors, est-ce qu'elle va sauver l'humanité? Ça s'appelle Le Fils de l'Homme, et c'est un très beau film de Cuaron que je vous invite à venir voir le 24 mars 2022 ici. Et je vous remercie de votre attention et de votre participation pour ce ciné-club. À bientôt. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Libermundi. Sur Facebook, vous avez une page qui s'appelle L'Alchimie du cinéma. Sur Libermundi, vous avez toutes les séances. Et merci à Léonard de l'avoir filmé. Il y a eu assez de pellicules.